Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Alors que la France connaît une seconde vague de Covid-19 particulièrement virulente, un reconfinement national vient de démarrer pour juguler une épidémie complètement hors de contrôle avec un système hospitalier au bord de la rupture. En parallèle, les psychiatres français alertent les pouvoirs publics sur les effets dévastateurs du nouveau reconfinement pour leurs concitoyens. Nous avons avec nous aujourd'hui le Rav Israël Meir Kremezi et Jérémy Bérébi. Alors, Rav Kremezi, à votre avis, à quoi est due cette si grande inquiétude de la part des psychiatres ? Tout d'abord, je pense que notre vie, elle est basée sur ce que nous apprenons. Vous savez qu'il est écrit dans les livres, et spécialement les livres de psychiatrie, de psychologie, qu'une personne se forme et se formate de 0 à 20 ans. Il est formaté entre 80 à 90%. Après 20 ans, il ne va formater que 15 à 20%. Chacun de nous, on va dire plus ou moins, nous ne sommes pas centenaires et nous n'avons jamais vécu la moindre guerre, la moindre façon de vivre de confinement. Personne n'a été éduqué à ce genre de vie. La peur de l'autre, la peur de se réunir, ne pas avoir sa famille, la peur d'avoir de nouveaux principes. Et je vais expliquer. Rav Kremezi, vous pensez que le Covid, c'est une espèce de traumatisme ? Ce n'est pas une espèce de traumatisme, ça dépend c'est quoi notre point de vue dans la vie. Un juif, il a la Torah, mitzvot, et le but, c'est d'accomplir Shachrit, Mincha, Mariv, Tfilin, Shabbat. Que tu sois en confinement, que tu sois tout seul, tu as ta forme de vie. Et tout dépend où tu es, tu dois vivre cette vie. Un goy, un non-juif, on lui a raconté des histoires que la vie, c'est les vacances, que le bonheur, c'est sortir, que le bonheur, c'est les boîtes de nuit, que le bonheur, c'est X, Y, Z. Et pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, on lui a fait miroiter un certain bonheur. Aujourd'hui, ce bonheur a disparu et on va nous faire croire aujourd'hui qu'on doit essayer d'imaginer que le temps va passer, qu'un jour, on va revenir à ces bonheurs. Il est normal que tous les psychiatres qui n'ont jamais éduqué le monde, à savoir quelle est la véritable joie, quelle est la véritable vie pnimite, intérieure, que veut dire véritablement vivre, alors ils sont dans le souci. Rav Steinman a dit un jour que véritablement un homme, pour voir son niveau de Yirat Shamayim, son niveau de vie, devrait chaque année se séparer du monde et vivre 1 à 2 semaines en confinement total entre lui et Akadosh Baruch Hu, pour voir s'il a véritablement de la joie, véritablement de la Yirat Shamayim. Et il a dit la seule raison pourquoi on ne le fait pas, c'est parce que le monde et la société ne l'acceptent plus. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est seulement tout ce qu'on nous a fait croire. Alors, comme on n'a pas eu cette éducation de vivre seul et qu'on ne nous a jamais éduqués, alors les psychiatres sont excessivement inquiets à savoir comment ils vont éduquer le monde et comment toute l'éducation qu'ils ont reçue pendant 30 ans va pouvoir être vraie, acceptée et non corrompue à travers l'avenir que nous prévoyons encore pour 2 ans. Alors, Jérémy Bérébi, justement, pensez-vous que cette difficulté générale de reconfiner aurait été la même il y a 50 ans ou non, au contraire, dans notre génération, s'est ajouté d'autres difficultés, de nouvelles difficultés? Moi, j'étais très étonné de voir des gens, pourtant, voilà, plutôt âgés, 40, 50 ans, 60 ans, qui me disaient non, moi, je mets pas de masque parce que j'ai chaud avec. Je dis mais c'est pas grave, regarde, c'est important. Il dit non, ça me saoule, ça m'étouffe. Je dis mais attends, mais tu te rends pas compte, ça veut dire que c'est rien ce qu'on te demande de porter un masque. Avant, on nous demandait, il y a 70 ans, pendant la Shoah ou des choses comme ça, on nous demandait de faire des travaux forcés. Donc, de quoi tu es en train de parler? C'est pas dur ce qu'on demande là. Et je pense qu'en fait, c'est un signe du siècle. C'est-à-dire qu'on est dans un siècle où on veut avoir tout de suite, facilement. Et on a tout de suite facilement en général. On est à la génération smartphone où on veut commander un taxi, on appuie sur un bouton. On veut commander une pizza, on appuie sur un bouton. On veut commander n'importe quoi, faire un virement, on n'a plus besoin de faire la queue à la banque. On même faire ses courses, c'est sur un bouton. Tout est facile, tout est simple, etc. On est devenu allergique à la difficulté. On est complètement allergique à la difficulté.
En tout cas, les gens, et c'est souvent ce qui entraîne des divorces, c'est à la moindre petite difficulté, on explose. Ah non, non, ça me saoule, tu me prépares pas le repas à temps, bah là, je veux pas me marier avec quelqu'un comme ça. Et donc, on est des pourris gâtés, je vais appeler ça comme ça. Et donc, à un moment, donc à partir du moment où, effectivement, on rentre dans une phase de confinement où on nous demande de faire des choses plus difficilement, bah à ce moment-là, bah on a beaucoup plus de mal que auraient pu avoir nos grands-parents il y a 50, 70 ans. Très bien, merci. Alors justement, Rav Kremezi, que nous conseillez-vous pour passer cette nouvelle période du reconfinement dans les meilleures conditions, que ce soit mentales, psychiques? Tout d'abord, je pense qu'il y a deux facteurs. Je vais prendre deux facteurs qui sont arrivés dans les Sfarim. Le premier facteur, c'est qu'on a toujours la volonté de voir ce que nous n'avons pas, à la place de voir ce que nous avons. Rav, vous pensez que c'est dû à quoi? C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara, ce qu'on appelle l'envie de toujours vouloir plus de ce Olamazé. Liesh, la Gemara a dit que l'homme Olamazé, c'est ce monde-là, c'est ça, les profits de ce monde. bleu, il vaut 4, et ainsi de suite. On n'arrive jamais. L'œil a toujours la volonté de vouloir plus. Ça veut dire que d'abord, la première chose qu'il faut apprendre, c'est à se suffire de ce qu'on a. Et regardez ce que j'ai. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai la santé, j'ai des parents. Regardez d'abord ce que nous avons. Un. Et le deuxième conseil, c'est ce que je vais appeler le Hayom. Un des grands maîtres psychologues a dit un jour que le passé donne de la difficulté à l'homme. Le futur amène de l'angoisse et le présent amène du bonheur. Ce qui veut dire, c'est que quand on réfléchit, on en a encore pour 2 ans, d'après certains jusqu'en l'an 2022, d'après certains jusqu'en l'an 2021, on ne sait pas, X, Y, Z. Alors quand on s'en fait une projection à long terme, c'est certain que la projection à long terme peut donner à la personne d'énormes angoisses. Ça veut dire, j'ai la bar mitzvah, j'ai le mariage, j'ai ci, j'ai là. Et cette projection, elle peut être très difficile à l'homme. Mais si on apprend à vivre le jour, trouver des plaisirs quotidiens, savoir, j'ai ma famille, je peux acheter à manger, je peux acheter à boire, je peux prier, je peux avoir et retrouver des plaisirs quotidiens sans faire de projection à l'avenir, alors nous sommes beaucoup plus en faculté de pouvoir passer les pandémies et les difficultés sans avoir ces angoisses qui vont nous monter. Le monsieur Bérébi a parlé de personnes qui ont été à Auschwitz. J'en ai déjà rencontré. Et je leur ai demandé, mais comment avez-vous fait pour vivre 14 mois, 15 mois, 18 mois? Et bien, Pe'echad, tous ensemble, ont tous répété la même chose, qu'ils n'ont jamais imaginé 14 mois. Ils ont seulement regardé devant eux la journée d'aujourd'hui. Comment aujourd'hui je vais pouvoir vivre? Pareil, on n'est pas à Auschwitz, Baruch Hashem, on a à manger, on a à boire, on est là, on a une difficulté. La projection de l'avenir nous apporte de l'angoisse. Regardons la projection journalière et cela apportera à la personne énormément de joie et lui enlèvera énormément d'angoisse. Merci beaucoup pour vos interventions. On passe au deuxième sujet. Avec ce reconfinement, nous faisons face à une réalité inquiétante. De plus en plus de gens se referment sur eux-mêmes derrière leurs écrans. Selon le rapport Médianation 2020 de l'Ofcom, pour tuer le temps, en période de confinement, le temps moyen consacré à regarder la télévision, consulter des vidéos sur Internet ou jouer aux jeux vidéo est passé de 6h25 par jour contre 4h53 en moyenne l'an dernier. Jérémy Bérébi, à votre avis, quel est le véritable danger de cette addiction aux écrans et aux réseaux sociaux qui n'est pas d'ailleurs réservé qu'à la jeunesse? Ah, justement, je voulais juste préciser que c'est pas réservé du tout à la jeunesse et le problème est même encore plus grave chez les adultes aujourd'hui. C'est encore plus grave aujourd'hui chez les adultes parce que les adultes sont aussi des modèles pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'il est impossible de montrer à ses enfants et de dire à ses enfants d'éteindre un écran si on n'éteint pas son écran soi-même. Donc le plus gros problème, et les gens n'y pensent pas, c'est que nous vivons dans un monde de fausseté, c'est-à-dire un monde de mensonges. C'est-à-dire que nous passons notre temps à voir des vidéos, à voir des informations qui sont à 99% des fausses informations ou des informations de propagande. 99%. Les gens, je pense on est peut-être même plus, je suis très gentil en disant 99%, mais les informations sont des informations de propagande. Pourquoi? Parce que la réalité, la vérité, le émet, comme on dit en hébreu, est ennuyeuse.
ennuyeuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de choses très intéressantes à montrer dans la vie de tous les jours. Donc on va aller à la recherche du buzz, à la recherche du scoop, et à la recherche même de la fausse information. Il y a des centaines et des centaines de vidéos sur Internet qui affirment que la Terre est plate. Des centaines de vidéos qui affirment que le coronavirus n'existe pas et que tout provient des antennes ou que tout provient des antennes 5G. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous retrouvez sur Le Monde, Le Figaro, France Inter ou n'importe quel site d'information que vous vous retrouvez face à de vraies informations. En général, et je dis 99% parce que je l'ai vécu, j'ai été très proche de ces gens-là, les informations ne sont pas analysées, ne sont pas traitées, sont en général des informations qui proviennent d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier problème. On vit dans un monde faux. Et on vit dans un monde où les extrémistes sont en train de devenir de plus en plus extrêmes. C'est-à-dire que si maintenant je vais voir une vidéo de anti-Netanyahou sur YouTube, YouTube va ensuite me proposer une autre vidéo anti-Netanyahou. Pourquoi? Parce que il voit que je suis intéressé par être anti-Netanyahou. Et donc, je vais voir encore une autre vidéo et encore une vidéo. C'est le principe de recommandation, c'est les algorithmes de recommandation, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Donc je vais voir une vidéo de Netanyahou, anti-Netanyahou, une autre anti-Netanyahou, une autre anti-Netanyahou, et je vois que ça. Et donc je vois que YouTube regorge de vidéos anti-Netanyahou. Et je ne sais pas, beaucoup en général, qu'il y a plein de vidéos qui ne sont pas anti-Netanyahou. Pourquoi? Parce que YouTube est en train de me recommander encore et encore de l'information qui me plaît. Ça plonge la personne complètement dans ça plonge dans des extrêmes. Ça plonge dans des extrêmes. C'est pour ça, donc anti-Netanyahou et les pro-Netanyahou, par exemple, n'arrivent même pas à se parler aujourd'hui. Et ils ne se comprennent pas. On n'arrive pas à comprendre comment, qu'est-ce qu'ils ont contre Netanyahou et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont pour Netanyahou. Donc on se retrouve dans un monde qui n'est pas le même monde même que de son conjoint, que de sa femme ou de son mari. C'est-à-dire que son mari va voir plein d'informations, moi je vais voir plein d'informations, mon fil d'actualité n'est pas le même, et donc on va vivre dans deux planètes, et quand on va se parler, on va parler politique, on va parler de la vie dans le monde, et même on va avoir des points de vue sur le monde, on va en fait avoir une vision du monde qui est déformée. Donc, ce qui voudrait dire que même le confinement ne résoudrait pas le lien entre le lien. Alors justement, c'est très bien que vous posez cette question, c'est justement la force du confinement, c'est d'éteindre son écran. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on passe 5 heures, 4 heures, 6 heures devant ces écrans, il faut absolument éteindre ces écrans et avoir au moins une demi-heure, 1 heure par jour avec la personne en face et discuter. Qu'est-ce que tu as vu? Ah non, mais moi j'ai pas vu la même chose. Je comprends pas pourquoi tu vois ça, etc. Et essayer d'avoir une personne en face qui, en général, va pas être justement dans le même point de vue que vous, parce qu'on justement chacun a été dans son coin, et de parler. Et je parle de ça avec son conjoint, avec ses enfants, parler énormément pour effectivement essayer d'avoir une vision un peu plus commune. Rav Kremizi, justement, quels conseils donner aux parents qui voient leurs propres enfants enfermés dans leur chambre, complètement immergés dans leur monde des réseaux sociaux, des écrans? Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Un enfant déjà qui rentre dans sa chambre et qui s'enferme pour pouvoir jouer avec un jeu ou pour tapitonner sur son ordinateur, nous avons déjà beaucoup de problèmes. Avec qui il parle, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde. On est déjà loin du problème de passer ni 1 heure ni 6 heures. Un jour, un de nos grands maîtres, le Rav Pam, qui était un gadol en Amérique, a dit que si Chachamim avait été là au moment de l'ordinateur, ils auraient créé le Issour Yichoud avec un ordinateur. De la même façon qu'on n'a pas le droit de s'enfermer avec une femme qui n'est pas la nôtre dans une chambre fermée, pareil l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un enfant a-t-il à faire pendant 6 heures dans un ordinateur? 1. 2, pourquoi il s'enferme? Pourquoi il n'est pas déjà à table en train de parler avec son ami? Comme ils disent tous, je fais rien, je chill. Chiller pour chiller, pourquoi c'est dans une chambre fermée à double tour? Pourquoi tu ne peux pas être dans une salle à manger avec nous tous? 2. 3, qu'est-ce que les parents y font? Beaucoup de parents, le père a un téléphone, la mère a un autre téléphone, la grande sœur est sur un écran. C'est normal que le petit enfant de 8 ans, il n'a qu'une seule envie, c'est que de faire comme tout le monde. Donc d'abord, il faut savoir c'est quoi la dynamique familiale. Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on discute? C'est quoi le rapport papa-maman, papa-enfant, maman-enfant? C'est quoi la dynamique au complet de la famille? Après qu'on aura réglé ce problème, alors on va déjà décider le nombre d'heures. Aujourd'hui, par exemple, on peut arrêter l'Internet à certaines heures. Je vais vous dire un exemple. J'avais un jour un élève dans une de mes écoles où tous les jours l'enfant venait fatigué. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu es fatigué? Il m'a dit, Rabbi, je passe ma nuit à voir des films sur mon téléphone. Ça veut dire que l'enfant, il downloadait des films et il passait la nuit.
Les parents doivent savoir que les enfants sont, si ce n'est plus intelligents que eux, et beaucoup plus doués que eux par rapport à l'Internet. Donc d'abord, mettre des filtres. 2, se renseigner où ils sont le téléphone, vérifier leurs enfants. Pas être la police, mais éduquer les enfants du problème de l'ordinateur. La Torah, ce qu'elle nous apprend, c'est la réflexion. Pourquoi la Gemara n'a pas écrit le Shulchan Aruch, permis, interdit, elle nous a développé le sujet pour développer notre intellect. Avec les médias sociaux, avec l'ordinateur, avec les films, avec tous ces médias, on perd cette curiosité de pouvoir aller chercher une information que peut-être va me plaire, mais plutôt à l'inverse, on va m'imposer certains choix de certains acteurs, de certaines personnes qui ont choisi pour moi. Et l'enfant, tant que lui-même n'a pas compris l'avantage et le désinconvénient de ce que ça représente les médias, il faut en parler avec nos enfants, pas seulement leur dire arrêtez, la télévision c'est pourri. Pourquoi c'est pourri, maman? Pourquoi, si c'est tellement mauvais, on dépense 200 millions sur un film? Un film qu'on a dépensé 200 millions, c'est qu'il y a un projet par derrière. Leur expliquer aux enfants le pourquoi, du comment, du parce que. Si on ne leur explique pas, ils ne vont jamais comprendre. S'ils ont la sensation qu'on veut leur retirer quelque chose sans leur donner les armes véritablement du pourquoi, alors on ne pourra pas. Mais il ne faut pas oublier que les enfants ne deviennent accros seulement parce que nous-mêmes, nous les avons effacés de notre vie. On les a repoussés du repas. On les a repoussés des moments où ils voulaient nous parler en leur disant « j'ai pas de temps pour toi ». Alors au bout d'un moment, eux aussi n'ont plus de temps pour nous. Mais si on va recommencer à avoir des moments familiales, des moments intimes avec nos enfants, où on parle de certains sujets, où le papa et la maman ne prendront aucun appel téléphonique, où on va créer une ambiance avec quoi on pourra discuter, on pourra lire, on pourra commenter, et on va leur faire comprendre qu'une heure passée avec ton père ou ta mère n'a pas de prix, parce que ce que je vais te donner, mon fils, le moment de bonheur que tu vas avoir va être tellement profond, mais si, quand le fils rentre à la maison, c'est des cris, c'est de la bagarre, c'est de la confrontation, on n'apprend rien, on est en querelle du matin au soir, il est normal que l'enfant va se sauver, comme l'a dit M. Bérébi, va vouloir trouver son petit calme à lui-même à travers dans les médias. C'est sûr que c'est les familles où il y a l'ordinateur, on ne pourra pas peut-être pas l'enlever, mais on pourra apprendre à s'en servir avec de très bons filtres, apprendre avec du temps, à mettre des minuteries. Aujourd'hui, les chercheurs goy qui n'ont rien à voir avec le judaïsme disent qu'un enfant qui a accès sur un ordinateur sans limite est destructif. Il faut que les parents soient convaincus de ces propos pour pouvoir, avant même, vouloir éduquer leurs enfants ou leur famille. Alors justement, Jérémy Bérébi, pensez-vous qu'à l'heure actuelle, les dirigeants de ces sociétés d'Internet, Facebook, Instagram, etc., ou même les chefs d'État, sont prêts à stopper la machine parce qu'on voit qu'on arrive à un non-retour, ou non, le pire est à prévoir? Alors déjà, il faut faire la différence entre les dirigeants qui ont un problème. Les dirigeants ont un problème, les dirigeants de Google, de Facebook, etc., c'est qu'ils doivent faire grossir la machine. Il faut savoir que au cours du deuxième trimestre de cette année, plus d'1,8 milliard de personnes se connectaient chaque jour sur Facebook. Chaque jour, d'accord? Par mois, c'était, je crois, entre 2,3 et 2,5 milliards. D'accord? C'est qu'en général, les gens se connectent tous les jours. Les sociétés comme Facebook doivent augmenter leurs revenus. Comment faire pour augmenter les revenus? Avant, c'était facile, il fallait avoir plus d'utilisateurs de Facebook. Mais quand on est déjà à 1,8 milliard, on a déjà atteint une très grosse partie de la population et qu'on a quasiment touché tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour augmenter les revenus? On doit faire utiliser plus, attirer encore plus les utilisateurs pour passer encore plus de temps chez soi. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un mouvement de masse d'entrepreneurs de l'internet, de gens qui étaient les cofondateurs, les anciens patrons de la monétisation de Facebook, etc., ou de la publicité de Facebook, qui disent on a créé une machine qui est un genre de Frankenstein. On ne peut plus la contrôler, on ne peut plus l'arrêter, parce que c'est justement l'intelligence artificielle est là pour, avec un algorithme, on lui a juste dit prends le plus de temps de ses utilisateurs.
Donc, on ne peut rien attendre de ça. De qui on peut attendre potentiellement des États. Mais pareil, les États ont un problème, c'est qu'ils touchent beaucoup d'argent des impôts de ces entreprises à l'internet. Donc, aller tuer la poule en l'œuf, c'est pas très. Donc, on est vraiment dans un monde où il faut se dire, on a des gens en face qui veulent nous voler notre temps. Et il faut combattre, il faut se battre contre ça, mettre en place des choses, mettre en place des filtres, enlever les notifications qui sont sur son téléphone. Nous, on est là pour sauver notre vie, on n'en a qu'une, donc il faut pas la gâcher. Je vous remercie pour vos interventions. Qu'Hachem vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hachem. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.